sur cette cuvée qui est sympa, quoi. Ouais. Mais on boit pas bien, en fait. Ah ben si, tu es parfait là, parfait, parfait. Écoute, ça commence, on est 46, donc écoute, ça commence à arriver tranquillement, encore 3-4 minutes, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a les aficionados, hein. Il y en a qui sont là tous les webinars, hein. On en fait un tous les 15 jours. Et donc, pour la Oui. petite histoire, bah, dans 15 jours, on aura le plaisir d'accueillir Emma et Christine Vernet. Euh, Christine qui fait partie de mes grandes, grandes copines, quoi. Et avec voilà. Emma qui vient de la rejoindre sur le domaine, ouais. Ouais, voilà. Bah, au début, on avait prévu de faire ça avec Paul, mais Paul a dit, Paul Anselé m'a dit, bon, j'ai assez raconté de conneries dans ma vie, donc maintenant, je passe. Et puis maintenant, il a plus grand-chose à dire. Maintenant, c'est sa fille, elle lui a coupé la parole. Ouais, ouais, ouais. Non, non, et puis on a eu Romain Iltis début janvier, on a eu Bruno Ouais, Quenu. ouais. Avant toi, on a eu Bruno Quenu, on a eu Bernard Noblet, on a eu qui c'est qu'on a eu aussi, on a eu pas mal oh, pas mal de grands amoureux du vin, quoi. Ok. Ah bah, c'est bien ça. Ouais, bah, tu sais, dans ces temps de confinement, on peut pas trop bouger, donc on s'est dit que c'était bien d'amener l'énergie bien vivante et bienveillante du vin dans les salons. Voilà. Mon fils, tu sais qu'on avait une demande à l'international et de vidéos et mon fils vient de me rejoindre, donc il est la nouvelle génération et moi j'avais fait une vidéo dans mon canapé avec mon téléphone qui était abominable, donc je Ouais, montrais un peu tous les noms et il a fait une série que je t'ai envoyée, qu'il a ouais, envoyée ouais, ouais, que j'ai regardé, ouais, que j'ai regardé, ouais. ouais, sur 2 mois qu'il a envoyé à nos importateurs et les gens étaient contents parce que c'est vrai qu'on arrivait chez eux et de montrer le domaine et puis de parler un peu de biodynamie, de parler d'autres choses, quoi, du vin, ça a été bien accueilli. Ouais, bah, je pense que dans ces temps où les choses sont, voilà, où les personnes sont toujours un peu, ouais, c'est plus compliqué de se déplacer dans les vignes. Donc, écoute, il faut vivre avec son temps, hein. Moi, c'est vrai qu'au départ, je suis pas un grand aficionado des ordinateurs, mais bon, ça permet un certain nombre de choses, ouais. On est presque 70. Allez, j'attends encore 2 minutes et puis après, on rentre dans le vif du sujet. Parce qu'il est 18h02, donc tu vois, beaucoup de personnes sont ponctuelles quand même. Ça dure combien de temps? Oh, environ 4-5 heures. Ok. Voilà, donc voilà, on Ok, en a. avec 5 minutes. Ouais, voilà. Non, on termine vers 22h, 22h30, 23h. Bon, avec Bernard Noblet, on a fini à 4h. Jean-Michel Dice, on a eu une coupure de courant, ça nous a arrêté à 6h du matin, heureusement. Donc, mais non, non, non. Ouais, Non, voilà, bon, je vois entre 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, ça dépend un petit peu des questions, ok. un petit peu de tout le monde. Voilà. Donc, mais ça se fait bien, hein. Bon, écoutez, je vous propose. Comme tu dis, de me couper parce que quand je suis parti, moi, sur un sujet, c'est vrai que ça peut être long des fois, donc n'hésite pas. Non, 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 tu n'es pas un garçon long. Il y a qu'une seule chose qui est long chez toi, ce sont les vins. Quand on les goûte. Bon, écoute, je te propose qu'on démarre tranquillement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, bah, écoute, je suis à toi. Bon, alors, moi, je vais te poser une petite première question peut-être de te présenter, ton parcours, ta philosophie. Donc, nous, on s'est rencontrés en 91. Quand Ouais, j'étais apprenti, j'avais 21 ans, hein, ouais, attends, ça fait quelques années. 21 ans, j'étais apprenti sommelier à l'hôtel Joannin, qui avait 2 étoiles Michelin à l'époque à Jean-les-Pins. ouais. Et donc, on s'était rencontrés au Salon des Vins de Loire avec Pascal Pauls, mon vieux compagnon de route. En 92, en 92. Ouais, ouais. 92 exactement, 92, voilà. Et du coup, ben voilà, on t'avait accueilli à l'hôtel et on t'avait fait un beau repas, je pense, voilà. Et puis après, on était monté de voir. Donc, je crois que c'était ta deuxième ou ta troisième vendange, si je me trompe pas. C'était ça. C'était 89 Ouais, le premier premier, millésime. premier, ouais, premier, ouais. Bah, 91, on avait gelé à Ouais. 99%, donc c'était un peu compliqué. Mais, Donc, je me souviens de 93 dans ton salon avec Marginal. Donc, moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, on avait ouvert un Ermitage La Chapelle et on avait ouvert une Marginale et on les avait regoûtés 2 jours après. Et on s'était dit, ben, l'Ermitage commençait à faiblir et la Marginale commençait à se révéler.
Et je me souviens de ce qu'on s'était dit tous les trois. On s'était dit finalement, la tenue, la tenue à l'air d'un vin, c'est un signe de potentiel de garde et c'est un signe de grandeur, quoi. C'est un signe de vie aussi. On pourra en parler tout à l'heure, avant que on peut parler de ça 2 secondes, mais la notion d'oxygène dans le vin est liée à la vie, comme chez l'être humain. Souvent, les vins vivants sont les vins qui se gardent le plus longtemps. C'est-à-dire que nous, chez nous, on peut boire un vin que tu vas ouvrir pendant 15 jours sans aucun souci. Et si tu enlèves l'oxygène, par contre, le vin a tendance à mourir. Ça, souvent, on oublie ça. Par contre, sur des vins issus de la culture conventionnelle, qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais vins, où on va ajouter beaucoup de soufre, ça va être le soufre qui va tenir le vin à la vie. Et dès qu'il n'y a plus de soufre dans le vin, mais le vin après va s'abîmer. Mais la notion d'oxygène est liée à la notion de vivant, complètement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Du coup, tu nous racontes un petit peu ton parcours avant ton arrivée à Saumur? Ouais, déjà bonjour à tout le monde. C'est la première fois donc, que je fais ça. Donc moi, je suis la 6e génération de vignerons bordelais. J'ai quitté Bordeaux donc fin des années 90 par hasard, en fait, pour venir m'installer en Loire. Il faut savoir que en fait, c'est grâce à ma famille, en fait, c'est des financiers filiale d'une banque, pour ne pas la citer, Crédit Mutuel, qui investissait dans la Loire pour des petits porteurs et qui cherchait un exploitant, tout simplement. Moi, je n'avais pas d'argent, je ne voulais pas en demander à quiconque. Et à cette époque-là, on a failli partir en Hongrie avec mon épouse actuelle. Et au dernier moment, on est allé visiter Saumur. Et quand on arrive là-bas, moi j'avais 24 ans. 24 ans, on ne se dit pas vigneron, on est tout neuf. On ne sait pas trop encore qui on est vraiment. Et on a vu la pierre, on a vu la douceur, on a vu la lumière. Et Ah, on a la vu des pierre, gens. je crois que tu parlais de Marcel, moi, mais non, non, non. Ouais, non, non, la pierre. Et donc, on est tombé amoureux. Et j'ai dit à ces personnes, eh bien, écoutez, je veux bien venir, mais qu'à une condition, c'était une exploitation de 20 ans, c'est de pouvoir reprendre le domaine dans 20 ans. Et donc, j'ai fixé mon prix au départ en espérant pouvoir le racheter dans 20 ans. Et on vient de racheter le domaine en 2012 avec mon épouse et mes enfants. Donc, l'histoire est belle. Ouais. Ouais. Et donc, une famille quand même dans le vin à Bordeaux, puisque je crois que ton papa possédait Yon Figeac, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, avec un père qui n'était pas tout à fait dans la même philosophie que moi, mais que je respecte, qui était plutôt un industriel du vin, entre guillemets, et qui cherchait à se développer et à acquérir beaucoup de propriétés. Ce n'est pas tout à fait mon cas. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas resté travailler dans la famille. Et donc, tu arrives à Bordeaux comme ça, enfin, pardon, tu arrives à Saumur avec cette envie, et tu arrives à ce moment-là avec quoi dans tes bagages? Intérieurement, émotionnellement, tu arrives avec quoi? À cette époque-là, pour être très honnête, l'homme n'était pas encore construit en fait au fond de lui-même. J'étais là pour apprendre. Je m'émerveillais de tout, si tu veux. J'avais un bagage viticole, bien sûr, un acquis de par mes études, mes petites études. Si tu veux, ça s'est fait en fait vraiment au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours vécu dans mes rêves, Franck, tu me connais. Oui. Et je pense que les rêves, c'est important chez un être humain et il faut savoir s'en servir. Ça peut être dangereux, mais c'est aussi porteur. J'ai toujours regardé de l'avant et le cheminement, en fait, le cheminement s'est fait au fur et à mesure des années, mais dans la valise au départ, il n'y avait que des rêves et il n'y avait que du plaisir, quoi, tu vois. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Alors, je dis toujours, pendant 30 ans, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est vrai que Et c'était une ce, et chance. ce, et ce rêve, et ce rêve, c'était quoi? Et ce rêve, il n'était pas fixé, si tu veux, au départ. Il était d'essayer de faire du vin le mieux possible. Quand je parle d'émotion aujourd'hui dans le vin, parce que pour moi, c'est indispensable, le vin, on doit transmettre une émotion qui ne peut pas être accueillie par tout le monde. Ça, c'est pas possible. Mais à cette époque-là, j'en étais pas conscient. Peut-être j'étais plus dans le démonstratif. Il a fallu 10 ans en fait pour se construire. Donc je suis arrivé timide et j'ai regardé les choses et je suis resté. J'ai essayé d'avancer doucement, quoi. Ouais. Et ce démonstratif dont tu parles, euh,
qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être dans tes premiers vins? Oui, oui, complètement. Et puis, j'en ai pas honte. C'est vrai, arrivant de Bordeaux, la connaissance que j'avais, notamment sur les maturités, c'était des vins avec des grosses extractions. Au niveau des élevages, c'était des bois neufs. Bon, faut dire que c'était un petit peu à la mode à cette époque-là, ces vins un petit peu Et, sucrés. et pour aller dans le sens de ce que tu dis, Thierry, moi, tes premiers vins, parce que j'ai vendu de tes vins, j'en ai vendu quelques bouteilles, les marginales, les terres chaudes, enfin voilà, toutes les premières cuvées du domaine, et on se régalait, et les clients se régalaient aussi, parce qu'il faut bien se remettre aussi à ce moment-là, c'est que 1970-1980, voilà, on a des effets millésimes qui sont très marqués. Hein, parce que regarde, dans les années 70 ou les années 80, il y avait encore des écarts très forts dans les millésimes, etc. On était dans une climatologie qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à la maturité. C'est pour ça que quand tu parles de maturité des raisins, ben on savait que surtout en climatologie un peu septentrionale, la notion de juste maturité du raisin, elle était hyper importante. Et on avait des écarts très forts d'un millésime où on avait des vins qui n'étaient pas forcément mûrs, des vins, etc. Et arrivent les Trois Glorieuses 88 qui est un millésime avec des grosses acidités, 89 qui est un millésime solaire, 90 qui est un millésime d'équilibre. Et là, on a trois millésimes avec des typologies différentes, mais qui sont magnifiques. Et on commence à se dire, voilà, après, il y a les journalistes, le marché américain, enfin tout ce qu'on connaît, hein, on ne va pas refaire l'histoire. Mais on va arriver sur des vins qui vont être ce que j'appelle aujourd'hui, moi, avec le recul, des vins horizontaux. Et ces vins-là, moi, je les ai achetés, je les ai vendus, je les ai aimés. Donc, je suis très à l'aise avec ce que tu racontes, puisque finalement, et les clients et beaucoup de mes confrères sommeliers, on était sous la séduction de ces vins-là et on pensait que c'était bien. Hein. Et d'ailleurs, et on les a vendus et bu. Hein. Alors, tu viens de dire quelque chose d'important quand tu parles d'horizontalité. Parce que pour moi, le lien au vivant reste vertical. Hein. C'est ce lien cosmique entre la Terre et le cosmos. Et d'ailleurs, nous, lorsqu'on est vivant, on est plutôt debout. Et lorsqu'on est mort, on est plutôt allongé. Et je dis En toujours que général, oui, c'est clair. les vins morts sont souvent des vins horizontaux, où tu as les tanins, si tu veux, qui viennent t'agresser là, alors que les vins vivants sont des vins qui vont taper en fait dans le palais et sur le coteau de la langue. Donc c'est vraiment ce côté cosmique qui nous ramène en fait vers le ciel. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, tu as raison, on est dans une époque où on avait perdu la notion de viticulture. Faut savoir que les années, on va dire, avec l'arrivée du cuivre dans les années 60, 70, 80, la viticulture est passée au second plan. Des gens comme Monsieur Pénaud, qui ont fait des choses exceptionnelles hein, sur Terre grâce à l'œnologie moderne, ont Pour la petite malheureusement. histoire, je recadre voilà, Émile Pénaud avec Monsieur Ribéro-Gaillon sont les deux pères de l'onologie moderne Voilà. à Bordeaux. Voilà. Donc ces gens-là, si tu veux, ils ont donné des moyens à des vignerons qui se sont peut-être un petit peu laissés aller à la vigne parce qu'ils avaient la capacité d'avoir ce qu'il fallait pour réussir à faire un vin à peu près buvable. Et c'est vrai que ça fait énormément de mal, on s'en est tous servis. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de différent, on a compris, quoi, tout du moins moi, à partir fin des années 90, début des années 2000, que le vin se faisait à la vigne si tu veux. Et ça a été une grande évolution. Alors, il y a eu l'évolution déjà intellectuelle d'un retour à la vigne, c'est un cycle, hein, on revient toujours, on tourne toujours en rond, donc a été importante. Et on le voit aujourd'hui avec la nouvelle génération. Et après, l'évolution aussi dans le style des vins. C'est vrai que nous, on a suivi ça un petit peu, et rapidement, si tu veux, quand j'ai commencé à goûter certains vins, notamment les vins de Gérard Gauby, pour ne pas le citer, qui dans les années 90 m'ont complètement réveillé, quoi, en fait. Parce que moi, j'étais endormi. Hein. Quand tu dis, tu es venu avec quoi? Je suis venu avec des vins, je goûtais essentiellement des vins de Bordeaux, je n'avais pas une grande ouverture d'esprit au niveau du vin mondial. Et l'ouverture, elle s'est faite grâce à mes rencontres avec Charlie dans le Saumurois, si tu veux. Et après, à travers Quand tous les grands vins, Tu parles de Charlie Foucault, bien sûr. bien entendu. Et après, à travers les grands vins qui ont construit, si tu veux, un vigneron. Parce que je pense qu'on se construit qu'à travers les vins qu'on déguste. Et à un moment donné, on va avoir une émotion, on va trouver une énergie, elle va nous ouvrir l'esprit, on va avoir envie de gratter, on va avoir envie d'y aller, tu vois. Et dans les années 90, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, en fait. Donc, écoute, j'enchaînerai sur une question que j'aime à poser parce qu'elle est pour moi hyper importante. C'est quoi un grand vin pour toi?
Alors, un grand vin, pour moi, c'est une émotion. Tu vois, la notion d'émotion doit être indispensable dans la notion de grand vin. On peut avoir un vin sur le fruit gourmand et qui a une définition de grand vin. Goethe, il disait, il n'y a pas que Goethe d'ailleurs, mais il disait toujours la vigne, c'est de la terre qui s'élève. Et à travers cette réflexion-là, pour moi, un grand vin, c'est un terroir qui va donner une fleur, qui cette fleur va donner un fruit. C'est ces trois éléments qu'on doit retrouver dans un grand vin. Ensuite, l'homme, il doit rester au service de la nature. Dès que l'homme passe au-delà, je pense que la notion de grand vin disparaît parce qu'on va dans quelque chose qui est choisi et qui Dirigé. est voilà. Et donc, la notion de grand vin, pour moi, c'est vraiment un vin qui va transmettre une émotion. Et ce n'est pas une relation à l'extraction, ce n'est pas une relation au prix, ce n'est pas une relation à la marque. On peut tomber sur des grands vins. Moi, j'ai ma fille qui m'a rejoint, mon fils aussi, mais on en parlera tout à l'heure, mais qui me fait déguster des vins de jeunes vignerons qui sont installés depuis 3 ans. Et il y a des fois, je goûte une bouteille et c'est fantastique. Après, il faut la répéter. La difficulté, elle est là. Mais on peut tomber sur quelque chose que je définis comme un grand vin. Et du coup, comment tu es passé, on va dire, de ces vins un petit peu plus démonstratifs, horizontaux et extérieurs, à ces vins plus… Moi, je me souviens, voilà, il y avait de la largeur, et puis plus je goûtais les millésimes, plus il y avait un effet d'amincissement, mais dans le bon sens du terme, je dirais d'épuration. C'est comme, moi, je donnerais l'image de tes vins. C'est-à-dire qu'au début, c'est comme si on rentrait dans un salon, il y avait beaucoup de meubles et beaucoup de bibelots. Puis plus on avance, plus on arrive dans le zen japonais, tu sais, dans l'esthétique épurée. Moi, j'aime bien cette phrase japonaise qui dit moins égale plus. C'est vrai que c'est un compliment ce que tu dis parce que c'est tout à fait ça. En fait, on est passé des vins un peu bodybuildés, hein, parce que c'est ce que je savais faire. Et après, on est arrivé, on a changé notre façon de travailler à la vigne. On est allé vers la culture biologique fin des années 90. On est passé à la biodynamie début des années 2000. Ça a été la rencontre avec François Boucher. Donc, je fais partie de ses derniers élèves parce qu'il était très malade. Une rencontre qui a été très, très importante pour moi. Tu peux nous resituer François Boucher, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, François Boucher, la personne qui a créé Biodivin. Donc, il y a deux labels en biodynamique qui sont Déméter et Biodivin, qui était un conseiller en viticulture, qui a été très proche d'Anne-Claude Lefebvre, qui a été au début de la Loubise Leroy, qui a beaucoup travaillé avec les très grands de la Bourgogne, sans vouloir les citer, et avec des vignerons dans toute l'Europe. C'était un homme fantastique. C'est lui qui m'a appris, on en parlera tout à l'heure si tu veux un petit peu de la biodynamique, qui m'a Ouais, appris on rentrera dans le sujet, tout à fait. Ouais. voilà, à me rapprocher vraiment de la réflexion goethéenne dans la notion d'observation, on en parlera tout à l'heure. Après, les vins donc, ont évolué en fait, petit à petit vers des choses que je ressentais. J'ai compris à un moment donné que le Cabernet Franc était un cépage qui tournait autour du végétal, du beau végétal. En fait, on ne parle pas de la pyrazine. Et moi, je cherchais des vins qui étaient dans la surmaturité. Je dis toujours que la surmaturité, c'est déjà la mort dans le vin. On va déjà vers la fin d'un cycle. Je prends toujours l'exemple des vins botrytisés. Un raisin botrytisé, si tu veux, il est tout fané comme un être humain qui va vieillir. Donc, on va avoir nos rides. Donc, j'aime bien faire la relation à l'humain parce qu'on va en parler aussi tout à l'heure. L'humain, c'est indispensable dans la réflexion de la biodynamie. Et donc, c'est cette sagesse-là. Moi, j'ai cherché, avec mes équipes, avec mes collaborateurs, de faire des vins plutôt autour du beau végétal, autour de la fleur, autour du fruit. Et ça, c'était difficile. Donc, il a fallu des années. Et c'est encore difficile parce que c'est une page blanche tous les ans qui se tourne pour faire des vins justement sur le floral avec des tanins les plus fins possibles et les plus élégants possibles. Donc, ça s'est fait sans le vouloir, hein, en fait. Hein. En fait, c'est tout l'amour qu'on a essayé d'apporter à la vigne qui nous a amené au fur et à mesure des années au résultat qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que ça se rejoint bien parce que finalement, quand tu parles de végétal, tu nous as bien expliqué tout à l'heure que pour toi, dans ta vision et dans ce que tu vis dans ton cœur, le vin, il vient de la vigne. Donc finalement, c'est quelque part peut-être fait renaître cette énergie. Et on va parler d'énergie après parce que c'est un sujet qui te passionne aussi, qui me passionne aussi d'ailleurs. C'est faire renaître cette énergie végétale dans son noble sens. Puisque c'est cette sève, cette énergie montante qui va illuminer le cœur du vigneron et de l'homme qui boit le vin après. Ouais, la notion d'énergie, moi j'ai toujours, quand je parle avec mes collaborateurs, je dis toujours, au niveau des énergies, il y a 5 énergies principales aujourd'hui sur Terre, qui sont l'énergie cosmique,
l'énergie terrestre, l'énergie humaine, l'énergie végétale, l'énergie animale. Toutes ces énergies, elles sont autour de nous, elles sont importantes, elles sont fortes, et c'est à nous d'essayer de les comprendre. C'est ce qui va transmettre aussi le petit plus, en fait, dans la notion de vie, parce que la biodynamie, c'est quoi? On travaille autour du vivant. Cette notion de vie, elle est indispensable dans notre réflexion au départ. Ensuite, elle est liée en fait à l'observation. Avant de parler d'énergie, il faut parler d'observation. Goethe, il disait une phrase, il disait, il n'y a rien de plus facile de croire. Ce qui est difficile, c'est de voir avec ses yeux ce qu'on a devant les yeux. Et l'observation, c'est la base de tout, en fait. Au niveau de l'homme et de la femme, au niveau de la plante, au niveau de l'animal. Je dis toujours à mes collaborateurs, si tu veux respecter quelqu'un, il faut le responsabiliser. Tu vois, si tu responsabilises, ça veut dire que tu as confiance dans la personne. Pour que cette personne te redonne le meilleur d'elle-même, parce que l'humain est au centre de tout, moi, dans ma façon de travailler. Donc, comme je ne suis pas tout le temps à la vigne, parce que je ne peux pas être partout, le geste, en fait, final. Et malheureusement, on n'en parle pas en biodynamie lorsqu'il y a des grands livres qui sont faits et qu'on nous pose des questions. Il n'y a aucune question sur l'humain. Et l'humain, c'est plus important pour moi, l'intention qu'il va avoir, que les préparations qu'on utilise. Tu C'est la sais, pièce maîtresse, en fait, de notre... tu sais, Thierry, ça me fait tellement plaisir d'entendre ce que tu dis parce qu'on on a fait un échange comme ça avec Daniel Coulon du domaine de Bornard, Ouais. avec qui j'ai beaucoup travaillé. Nous, on a voulu aussi, dans notre pratique de la dégustation intuitive, remettre le dégustateur au centre et qui se connecte à sa propre vibration intérieure pour pouvoir sentir l'énergie du vin ou pas. Et pour rester sur des choses pragmatiques, Daniel nous disait que, en fait, finalement, la biodynamie pour lui, comment il la vivait, c'était en fait c'est un ensemble d'outils, sans être pour lui, hein, sans être un doc, mais en fait il va dans sa vigne, il rentre en contact avec la nature et il va peut-être changer des protocoles parce qu'il sent que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Tu vois, Ouais, il est ouais. en fait, tu as un lien. Je vais prendre un exemple. Dernièrement, il y a Christine, une jeune femme qui est venue me voir et qui m'a dit, Monsieur Germain, j'aimerais travailler avec vous. Est-ce que vous pouvez me former pendant 6 mois? C'est une personne qui est arrivée, qui ne connaissait rien, qui a su s'intégrer tout de suite au groupe et qui tout de suite a eu des responsabilités importantes dans l'entreprise. Chez nous, il n'y a pas, tu vois, de différence entre le tâcheron et j'ai une politique qui est plutôt horizontale que verticale dans ma façon de travailler avec mes collaborateurs. Et du coup, toute cette énergie, en fait, parce qu'on en revient à la notion d'énergie, que le groupe donne lorsqu'il est dans la vigne, en fait, la vigne va te le redonner. Moi, je parle toujours d'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu respectes ton prochain, on parlait du respect tout à l'heure, quand tu respectes ton épouse et que tu t'entends bien avec elle, elle va te respecter. Si tu lui donnes tout l'amour que tu lui donnes, elle va te donner tout l'amour. La vigne, c'est la même chose. Souvent, on me dit, Thierry, comment tu arrives à avoir les qualités des tanins que tu as dans tes cabernets? Je dis, je suis incapable de le dire. La seule chose que je suis capable de dire, et j'en suis persuadé, et mon fils, je pense qu'il nous regarde, il va encore me dire, papa, il ne fallait pas dire ça. Je pense que la vigne me redonne en fait cet amour qu'on lui donne. À partir du moment où on est d'accord pour dire que le végétal est vivant, et c'est sûrement l'espèce vivante la plus intelligente qui existe sur Terre et dans la galaxie, parce qu'elle renaît de tous ses organes, il y a cette alchimie qui se crée entre elle et nous. C'est pour ça que c'est important d'aller dans son sens, de la comprendre, de l'observer. Mais observer un pied de vigne, c'est des années, en fait, pour réussir à le comprendre. C'est comme des années pour réussir à comprendre la personne avec qui on vit. Tu Parce vois? que c'est un individu à part entière. Exactement, exactement. Voilà. Moi, je me lance pas trop parce que c'est vrai que quand je parle, j'ai tendance à m'emporter assez Ah non, mais rapidement. tu peux y aller, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de sujet, hein. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Oula, attends, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je vais essayer de le couper. Voilà, merci à la personne. Ah, super, c'est gentil, adorable. Oui, donc si on revient à cette notion d'énergie, cette notion de vitalité, si on parle un petit peu biodynamie, euh, quelque part pour toi, est-ce que, ça, je vais reprendre un petit peu dans ce que j'ai regardé dans la vidéo que tu nous as gentiment envoyée, est-ce qu'il y a une notion d'énergie négative, positive dans la posture, est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus? Oui, alors en ce moment, je travaille avec des personnes.
j'essaye de travailler sur l'énergie, sur la physique quantique, sur tout ça. Je comprends un mot tous les 10 000 mots. Lorsque je discute avec la personne, c'est très compliqué pour moi. Mais ce que je sais, de ce que j'ai ressenti de mon travail au quotidien, quand tu arrives avec une énergie négative pour travailler le matin, cette énergie, tu la transmets à tout le groupe. Okay, et tu vas la transmettre automatiquement à la ville. Donc, je préfère que la personne qui arrive avec une énergie négative reste chez elle plutôt que de venir et de ne pas prendre plaisir en fait à travailler. Cette notion de plaisir, elle doit être importante aussi parce qu'elle elle est liée en fait à ce bon équilibre. Mais pour arriver à tout ça, il faut quand même revenir sur l'humain parce que le métier de vigneron, c'est des métiers qui sont compliqués, c'est des métiers qui sont durs, c'est des métiers qui ne sont pas valorisés et souvent les vignerons passent ou viennent, se forment, repartent, etc. Moi, j'ai rapidement voulu qu'une partie où de mes collaborateurs puissent accéder à la propriété tout en continuant à travailler avec moi, de façon à ressentir aussi chez eux, en fait, des choses qui leur est proche. Parce que quand tu travailles pour toi, c'est pas pareil que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et cette notion après de partage est super intéressante parce qu'on n'a pas la science infuse, on a des fois le nez dans le guidon. Et moi, j'aime bien pouvoir discuter avec mes collaborateurs qui sont jeunes en plus et qui me boostent et qui me font avancer, quoi, en fait. Et il y a un joli commentaire de Maxime qui dit « C'est un échange qu'on ne peut expliquer, la relation entre la Terre et l'homme ». C'est joli. Ouais, hein. ouais, c'est très beau. Hein. Ouais. Merci Maxime. Autre question peut-être, si on rentre un petit peu plus dans les… Bon, on a parlé de la notion d'énergie, de la relation négative, des énergies, etc., ou positives. Si on parlait peut-être un petit peu plus de biodynamie, tu as pris le virage, toi, début des années 2000, hein, si je me souviens Ouais. bien. Ouais. Donc, comment tu as cheminé là-dessus? Qu'est-ce que tu penses que toi, ça t'amène? Comment tu vis le sujet? En fait, la biodynamie, au départ, moi, j'y suis allé à travers les vins que j'allais déguster. C'est-à-dire que j'ai dégusté des vins, ce sont des vins qui m'ont transmis des émotions, qui m'ont fait dresser les poils et je me disais, mais putain, qu'est-ce qui se passe dans ces vins-là? Donc j'ai voulu rencontrer les hommes, je suis allé à la rencontre des vignerons, on a discuté, on a échangé et tout de suite, cette notion du vivant, si tu veux, a été le point principal. Mais quand je parle de la notion du vivant, c'est déjà dans le partage que j'avais avec les hommes qui étaient en biodynamie déjà depuis plusieurs années. Donc c'est vrai, ce cheminement, ça a été un cheminement vers la notion du vivant, ça a été un cheminement vers cette recherche d'équilibre, mais ça ne vient pas en claquant des doigts. Moi, je pense que la biodynamie, c'est une philosophie d'ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, on a peut-être tendance à s'arrêter et à donner un label qu'à travers 3 préparations, si tu veux, sans regarder l'ensemble. Par exemple, Tu peux peut-être détailler un petit peu sur ces 3 préparations oui, non, mais bon, on travaille avec les 3 préparations, pour faire simple, principales, quoi. Les 2 grandes préparations en biodynamie qui sont la 500, qui est la bouse de vache, en fait, qui va fertiliser le sol, pour faire simple, et de façon à ce qui va nous amener en fait une dynamique sur cette terre nourricière, hein, donc qui est fondamentale. Donc, c'est recréer un équilibre au niveau du sol. Ensuite, vous avez la 501, qui est la silice, qui, elle, va plutôt travailler sur la lumière. Il faut savoir que sans lumière sur Terre, il n'y a pas de vie. Sans lumière sous Terre, d'ailleurs, aussi, il n'y a pas de vie. Donc, la 501 va nous aider à aller chercher cette lumière. Nous, en Loire, on la travaille pas tous les ans parce qu'on a une lumière qui est déjà très, très forte à travers le tuffeau. Donc, il faut y faire attention. Donc, c'est cette notion d'équilibre entre le cosmique, en fait, et le terrestre. Nous, on est le lien, en fait, entre ces deux énergies-là à travers ces préparations-là. Ensuite, on a les préparations qui vont dans le compost, donc à base de plantes, 502 à 507. On a la préparation Mariatune, qui, moi, est une préparation que j'aime beaucoup, donc qui aide à dégrader la matière organique, donc on met plutôt en hiver. Mais toutes ces préparations, je dirais, c'est une miette de pain, en fait, dans l'édifice. Si vous n'avez pas une intention positive, si vous n'avez pas une réflexion globale à travers l'animal, par exemple,
On ne peut pas parler de biodynamie sans animaux. Nous, La on a deux biodiversité, ouais, bien sûr, les oiseaux. les oiseaux, mais même le fait de vivre ta biodynamie. Nous, on a 2 chevaux de trait, on a 2 ardennais, on laboure une partie du domaine au cheval. Donc maintenant, c'est ma fille qui gère ça. Mais ne serait-ce que ça, ou des poules, ou un chien, quoi. Je veux dire, il faut pouvoir partager quelque chose avec l'animal. Si tu ne peux pas parler de biodynamie si tu ne partages pas avec l'animal quelque chose, c'est impossible. Comme tu vas partager après avec le végétal et avec l'humain. Donc, c'est rentrer en fait dans ça. Moi, j'engage les gens à venir au domaine pour parler de ça parce que c'est quelque chose, moi, qui me fait Et vibrer. puis tu le ressens, quoi. Tu le ressens. Ouais, donc j'ai envie de transmettre ça. Moi, il y a, quoi, on a eu plusieurs articles, j'ai eu plusieurs papiers dans ma vie, bien, pas bien, je ne les juge pas. Mais il y en a un journaliste qui a fait un papier il n'y a pas longtemps où je parlais d'intention et il a développé là-dessus. Et pour moi, l'intention, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, même si je dois, par exemple, faire une préparation et que le jour n'est pas parfait, mais j'ai une intention positive par rapport à ça, si tu veux, je préfère favoriser la notion d'intention que la notion de technique. Tu sais ce que je compléterais pour compléter ce que tu dis. C'est comme en cuisine. On a tous une Madeleine de Proust de notre grand-mère, de notre mère ou d'un oncle, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens, dans les formations qu'on propose pour devenir sommelier, il y a un exercice qu'on demande à vos personnes dès le début de la formation. On leur demande de raconter leur plat préféré. Et si tu veux, il y a souvent une espèce de retranscription. Je me rappelle d'un stagiaire qui nous racontait un plat de coquillettes. Et en fait, c'était sa grand-mère bretonne qui faisait ça. Et donc, elle faisait un plat de coquillettes tout simple. Et elle prenait, tu sais, un gros morceau de beurre qu'elle mettait sur une fourchette, puis elle mettait le beurre dans les coquillettes. Et il nous racontait le truc, tu sais, elle tournait comme ça, puis t'en demandais le crissement. Et en fait, les coquillettes et le beurre, c'est basique. Mais en fait, il y avait tellement d'amour dedans. Et en fait, sa grand-mère, elle avait mis tellement d'intention, d'amour là-dedans que ces coquillettes, c'était le plus beau risotto aux truffes du monde pour lui. Ouais, Voilà. Et c'est ça, c'est cette intention-là, c'est cette énergie d'amour qu'on donne et qu'on ressent dans le vin, quoi. c'est pour ça d'ailleurs que la notion d'équilibre, aujourd'hui, la grande mode, c'est la maturité phénolique, c'est tous ces grands mots. Je veux dire, si on avait dû les écouter dans les années 90, on n'aurait pas ramassé les 7, 8, 9 millésimes, on les aurait laissés sur la vigne. Je pense que, bon, moi j'ai eu on ne va pas en parler là, mais des soucis de santé qui m'ont aidé et qui m'ont détruit, mais qui m'ont aidé à comprendre la notion d'émotion. J'ai arrêté complètement de travailler avec l'analytique. Par exemple, début des années 2010, 2011, 2012, parce que je me suis rendu compte que l'analytique tuait complètement le cerveau, si tu veux. Quand tu analyses un jus de raisin et qu'on te donne une acidité et un pH, un sucre, et on te dit, moi j'ai jamais travaillé avec des œnologues, j'ai jamais eu de conseiller de ma vie, mais je sais lire un petit peu ça, et qu'au fond de toi, tu sens qu'il faut y aller parce que tu as une maturité qui est là intrinsèquement à l'intérieur de toi, et que tu lis ce papier, tu ne vas pas y aller parce que le papier va te dire que c'est pas mieux. C'est là l'hérésie totale aujourd'hui de l'œnologie qui tue complètement la notion de sensation et d'émotion que beaucoup de vignerons ont, mais ont peur, j'en parle souvent avec mon fils, d'aller au bout parce que le papier leur dit de ne pas y aller. Donc aujourd'hui, chez nous, l'analytique est rayée de la carte, ce qui permet d'aller au fond de soi-même. Alors, je le déguste moi, mais je déguste avec tous mes collaborateurs. C'est un échange. Ce qui fait que, par exemple, il y a 10 ans, quand j'arrivais dans un secteur où j'avais 10 parcelles, je vais en manger les 10 parcelles en même temps. Aujourd'hui, dans ce même secteur, je peux y venir 10 fois avec 50 vendangeurs, donc ça coûte beaucoup d'argent. Mais tout ça pour vous dire que les 10 parcelles qui sont côte à côte ont des énergies différentes et automatiquement des maturités qui sont différentes, parce que ces énergies vont nous transmettre leur propre vérité, et c'est à moi après d'essayer de la comprendre et de la ramasser, quoi. Et de la respecter après derrière, quoi. J'ai une question de Vincent qui dit, Thierry, est-ce que tu crois, comme la vigne se développe dans un espace avec des ondes, ils disent par exemple qu'il y a certains vignobles, par exemple à Buzet, qui expérimentent la musique, est-ce Ouais. qu'elle se bonifie avec la qualité de son écosystème dans l'homme? Ouais, oh là là. Ouais, moi je pense qu'elle se bonifie, mais pour pouvoir se bonifier dans son écosystème, faut-il que l'homme la comprenne. On peut parler 2 secondes dans la notion de compréhension du végétal. Aujourd'hui, pour moi, en viticulture, c'est très personnel, hein, quand je dis je ne veux pas être professeur d'école. Non, non, Moi, mais c'est ce que tu ressens, hein, tu sais. voilà.
chacun a ses vérités. Pour moi, dans le végétal, on ne fait que l'agresser. Donc pour résumer ce que le monsieur vient de dire, on ne fait que l'agresser dès le départ à la taille. Ensuite, on l'agresse par le rognage. Ensuite, on l'agresse par les feuillages, par les gens qui enlèvent du raisin, etc., etc. Aujourd'hui, nous, on essaye sur le domaine d'aller dans le sens du végétal, c'est-à-dire qu'on essaye on fait des rognages, mais on en fait quasiment plus sur les grandes cuvées, de façon à accompagner la vigne. Il faut savoir que la vigne fait partie des dicotylédones. Toutes les dicotylédones, c'est des plantes à vrille, et tant qu'elles font des vrilles, elles font de la vigne. La vigne, elle va toujours chercher le cosmique, elle va toujours chercher à s'élever, elle va toujours chercher à s'agripper. Donc nous, on enroule la vigne de façon à lui laisser son cycle de vie jusqu'à la fin. Une fois que ce cycle est fini, tu as toute l'énergie qui va redescendre dans le raisin. Une fois qu'il va être coupé, il va aller dans le bourgeon pour l'initiation de l'année d'après, pour après aller dans la racine. Si tu la rognes et que tu lui amènes une agression, la vigne, elle va repartir de son bourgeon et recréer en fait un déséquilibre. Donc, qui va être donc dans l'espace, qui va être compris aussi par tout ce qui va l'entourer. Et c'est toujours une somme de petits détails qui font qu'à la fin, j'ai la malchance de rencontrer des gens qui ont été maltraités, et le traumatisme qu'une personne maltraitée a, elle le garde en elle pendant des années. Et elle le transmet. Qui a été maltraité, c'est la même chose. Parce que dans le discours, il faut qu'on retrouve tout ça dans le vin au final. Autrement, tout ce que je suis en train de raconter, c'est du marketing. Dans le discours, vous devez retrouver tout ça. Cette notion, avant qu'une vigne te donne le meilleur d'elle-même, c'est ce que je disais au départ de la conversation, il faut l'aimer. Mais quand je dis il faut l'aimer, il faut aussi aller dans son sens. C'est-à-dire il faut la respecter. La respecter, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'humain, c'est aussi ne plus l'agresser. La première chose que François Boucher a fait, je vais vous raconter une anecdote, parce qu'il voulait pas de dernier élève, et un matin il m'a dit: Thierry, tu viens dans ta vigne à 6h du matin avec une chaise. Et moi je vais voir Charlie, je lui dis: mais il est bizarre ton copain à 6h du matin dans la vigne avec une chaise. Et il me dit: Thierry, tu vas observer la vigne, donc d'où la citation de Goethe, et tu vas me dire ce que tu vas voir. Donc pendant 1 heure, j'observe, et en fait, je lui dis: je vois des feuilles, des piquets, des machins, des trucs. Et il me dit: Thierry, tu seras mon dernier élève. Donc j'étais tout content. J'ai dit: François, ce que j'ai observé, il me dit: non, en fait, tu as tout faux. Il me dit: ce qu'il fallait voir, en fait, c'était la feuille qui suivait le soleil d'est en ouest pour protéger sa progéniture, d'où la feuille est importante. Mais le problème, c'est qu'il fallait vouloir le voir. C'est pour ça que la culture, elle est indispensable. Quand tu parlais de grand vin au départ, quel qu'il soit, la culture et la connaissance est importante, parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas ce que tu dois voir et où tu veux apporter ton regard, par exemple, quand on parle d'observation, quand vous regardez une vigne qui a été rognée au moment des vendanges, vous remarquerez que la vigne a continué à faire des petites feuilles vertes au lieu de se concentrer sur le raisin. Donc on va vers un système qui est très végétal. On remarque que sur une vigne rognée, par exemple, qu'est-ce qui consomme le plus d'eau aujourd'hui? C'est les feuilles. Sur une vigne enroulée, moi j'ai beaucoup moins de feuilles que sur une vigne rognée, etc. C'est des petits détails qui mis bout à bout, qui font la différence. Ouais. Et la biodynamie, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'aime pas parler des préparations, parce qu'il y a une forme, en plus de ça, d'ésotérisme lorsqu'elles sont mal expliquées et mal comprises par le grand public. Et je préfère parler de tout ça. Mais en fait, c'est le bon sens paysan, tout à fait. simplement. Tu sais, Charlie, j'aime pas parler de Charlie parce qu'il est parti maintenant, mais il me disait toujours: Thierry, moi, toi, tu veux faire de la biodynamie, vas-y, c'est ta passion. Mais il me disait: tu sais, moi, je suis en biodynamie depuis 10 générations, alors qu'il n'a jamais utilisé de préparation. Et aujourd'hui, je comprends en fait complètement ce qu'il voulait dire, parce qu'il avait cet ancrage en fait au végétal qui il était déjà ancré dans sa terre. Tu vois, j'ai les frissons. Eh ben oui, c'est peut-être un peu de son esprit qui est avec nous. Ça, on ne sait pas. Il y a une autre question de Christophe qui dit pouvez-vous nous dire comment vous êtes impacté ou pas par le réchauffement climatique dans les derniers millésimes et éventuellement dans vos différentes cuvées? Ouais, alors là, c'est une grande question, on me la pose tous les jours. Et alors 2019-2020, les 2 millésimes les plus chauds qu'on ait eu en Loire sont sûrement, là je suis en train de boire Franc de Pied 2019, donc il faut venir me voir pour les déguster, parce que ce que je vais vous dire, vous allez me dire: il est mignon, il dit, mais déguster les bouteilles. Tu peux juste nous montrer peut-être l'étiquette, comme ça. Enfin, moi je connais les étiquettes, mais quelqu'un ne... Ça c'est Franc de Pied, c'est les vignes non greffées. Voilà.
Donc là, on est sur les sables. En fait, 2019 et 2020 sont sûrement les millésimes les plus frais que j'ai jamais fait par rapport à une année, en fait, qui sont les 2 années les plus chaudes. Je dis souvent, la biodynamie nous aide dans les millésimes froids, elle nous ramène de la chaleur, et dans les millésimes chauds, elle nous ramène de la fraîcheur. Il y a aussi cette notion d'équilibre. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit aussi en amont, que l'on va retrouver à partir du moment où vous respectez en fait le raisin et que vous gardez tout ce que la nature vous a donné pour le respecter, automatiquement, vous allez trouver des équilibres qu'on n'a pas lorsqu'on va enlever des feuilles, lorsqu'on va enlever du raisin. Je dis toujours à mes collaborateurs, Henri Jaillet le disait aussi, il disait, mais pourquoi enlever des raisins lorsque la vigne vous les a donnés? Je dis, éventuellement, aujourd'hui, moi je vois des jeunes, des fois, qui mettent 12 tonnes de compost dans la vigne, qui vont avoir 25 grappes sur les pieds, qui vont en enlever 20 pour en garder 5. C'est une hérésie totale. Une vigne qui est équilibrée, si une année elle donne 6 grappes et l'année d'après elle en donne 10, il faut vivre avec. Je veux dire, il ne faut pas chercher à lui enlever ça. Déjà, c'est un premier équilibre. Donc, cette notion de réchauffement, elle est liée à la notion d'équilibre. Elle est liée à la notion de travail, elle est liée à la notion environnementale aussi. Mais cette notion environnementale, aujourd'hui, on a beau replanter des arbres. Je suis le premier à replanter des arbres, mais je travaille pour mes petits-enfants. Il faut arrêter. Je veux dire, le fait que je replante des arbres aujourd'hui, c'est mes petits-enfants qui vont en profiter. Ma vigne, elle en profitera dans 50 ans, lorsque les arbres arriveront à une certaine hauteur. Les haies qu'on replante, oui, il y a un rôle au niveau assèchement des sols, au niveau de toute la faune auxiliaire, etc. etc. Mais tout cet équilibre, il vient de tout ce respect-là. Alors, je le dis, je le redis, mais moi, en fait, je ne sais pas comment je fais du vin. En fait. Moi, pour moi, c'est une feuille Alors, blanche tous les il y ans a, et je suis incapable de te dire. il y a, Mais il y il y a a- quelque chose qui se passe et ça se passe. Mais quand j'ai plein d'œnologues qui viennent en stage chez moi et je leur dis toujours, quand ils arrivent, vous laissez le cerveau dehors et vous rentrez avec votre cœur. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que le vin, ça doit se faire. Et donc, d'inconnu, pour moi, elle est fantastique. Et oui, c'est ce qui fait le piment de la vie. Il y a Claire qui dit on va être nombreux à venir chez vous. Ouais, mais, et avec grand plaisir. Il faut prendre du temps et puis voilà. Je pense que découvrir une bouteille de vin, c'est avant tout découvrir l'homme ou la femme en fait qui est derrière. Parce que les grands discours c'est bien, mais si le discours est pas, si la bouteille n'est pas en relation avec le discours, moi ça me gêne en fait énormément. Et je veux dire, la passion, elle est importante. Moi, je le dis à mon fils qui m'a rejoint cette année. Donc, il est là pour que je lui transmette le domaine il va travailler, faire ses vins. Il n'a pas la part la plus facile du job. Mais s'il y met toutes ses tripes, à un moment donné, toutes ces têtes qui sont là autour de moi, un jour ou l'autre, elle le ressentira. Qu'il soit reconnu ou pas reconnu, Ouais, à la tout à rigueur, fait. on s'en fout, quoi. Ouais, Le ouais. principal, c'est qu'il fasse l'œuvre de sa vie. Ouais. Il y a Moi, une quand je t'ai petite. rencontré avec Pascal en 92, j'étais inconnu. Il y a un lien il y a quelque chose qui nous a unis. Tout à fait, Vous ouais. avez grandi et puis, mais vous avez déniché. Tu vois, c'est ça qui est génial. Et c'est ce qui fait qu'on aime ce qu'on fait. Hein. Il y a Ouais. une petite question de Benoît qui dit l'appellation Saumur-Champigny a-t-elle encore une importance pour toi? Ouais. Alors, ça, c'est pareil. Alors, cette question, on me l'a posée il n'y a pas longtemps, quoi, sur la. Bon, enfin, bref. Et l'appellation est indispensable. On s'est battu pour avoir des appellations fortes, donc il faut les respecter. Aujourd'hui, tout ce qui est 20 pays, 20 tables et tout ça, ont permis une expression à plein de vignerons qui ne se retrouvaient pas dans l'appellation à travers des cépages, des machins, etc. Je le respecte parce que je pense que c'est aussi indispensable. Maintenant, Saumur-Champigny, c'est une appellation forte, des Rouges de Loire. C'est une appellation qui a été bien construite, qui a des vraies valeurs paysannes. Quand je dis ça, je le pense au plus profond de moi, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vivent sur cette appellation sont des gens qui ont des vraies valeurs. La finance n'est pas encore trop arrivée dans notre appellation. Il y a des échanges qui se font. Or, certes, il y a des jalousies, comme dans toutes les appellations, mais elle a une valeur importante. Pour moi, tant que je pourrais laisser Saumur-Champigny sur mon étiquette, je le laisserai. Or, certes, c'est vrai que le nom du vigneron, il prend des fois le dessus, hein, mais ce n'est pas mon souhait, en fait. C'est pas mon souhait.
Et une petite question aussi sur ta cuvée franc de pied. Comment t'es venue l'idée de travailler sur les francs de pied? Est-ce que tu te parlais de sol sableux donc qui empêche la prolifération du phylloxéra? En fait, j'ai dégusté les francs-pieds de Charles Joguet 89 et 90, que tu connais, Franck. Oui, ouais. Et j'ai eu une telle émotion que ça m'a renversé. Et donc, je suis allé voir Charles. Les francs-pieds étaient déjà sur leur fin. Et quoi, moi, je suis allé le voir en fin des années 90. Il était en train de céder le vignoble. Et Bernard Baudry, donc un très grand vigneron de Chinon, à qui il restait en fait des bois, mais je suis allé le voir. Je lui ai dit, est-ce que je peux récupérer des bois? Et j'ai planté mes premiers francs-pieds sur des sables à partir des bois de Bernard qui venaient de chez Charles en 2004. Donc, les premiers francs-pieds sont sortis en 2008. Et aujourd'hui, on vient de replanter 1 hectare il y a 4 ans à partir du conservatoire. On n'a pas parlé de ça, mais on a notre propre conservatoire du Cabernet Ouais, Franc. que tu as travaillé avec Lilian, non, c'est ça? Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Lilian. En fait, moi, j'ai eu plein de chance. J'ai rencontré avec Gérard, avec Charlie, avec Lilian Berillon, avec Franz Stockinger. Toutes ces rencontres, elles ont construit, en Donc fait. Lilian, c'est un fabuleux pépiniériste qui travaille en biodynamie et Stockinger, donc sont les élevages, nos amis autrichiens. Voilà. Et Lilian, on fait partie des premiers à travailler sur des conservatoires privés. Et aujourd'hui, donc, les nouveaux francs de pied ont été plantés à partir des bois du conservatoire et à partir des bois historiques, en fait, de la parcelle. Mais en fait, le franc de pied, il n'y a pas de filtre à la vie. Je dis toujours, quand on déguste les vins, prenez de l'argile dans les mains. L'argile, elle est là, quoi, tu vois, elle est solide. Tu vas la malasquer, tu vas faire plein de choses avec. Le sable, c'est libre. Tu ne peux pas le tenir, le sable, dans la main. Il est libre, il va fuir en permanence. Et les francs-pieds, c'est ça, c'est libre. Déjà, tu n'as pas le porte-greffe, donc tu n'as pas un filtre à la vie. Et après, tu as cette liberté que le terroir lui donne. Après, nous, on le travaille en grappe entière, donc ça, c'est autre chose. Mais c'est ce que j'aime dans cette. Bon, on n'en fait pas beaucoup, hein, malheureusement. Ouais. Si on pouvait en faire plus, ça serait bien. Ouais. On en aurait plus. C'est clair, ouais. Une petite question sur les vins nature dans le cadre des appellations. Ton avis là-dessus? Alors, ma fille, moi, elle est à fond dedans, donc c'est toujours des grosses discussions avec elle. Je pense que la notion des vins naturels, à partir du moment où ça évolue dans le bon sens, je pense que c'est positif. Parce que la notion de soufre, entre guillemets, n'est pas une fin en soi. Mais par contre, moi, je déteste les extrêmes, que ce soit en politique ou dans ma vie en règle générale. Tout ce qui est extrémiste, je ne supporte pas, en fait. Tant que le fruit est respecté, que la fleur est respectée, que le terroir est respecté, qu'on appelle ça vin nature ou pas vin nature, et que le vin qui est dans la bouteille soit en relation avec un produit qui est issu d'une terre et d'un fruit, je suis d'accord. Ça ne me gêne pas. J'ai dégusté de très grands vins nature qui m'ont sublimé. Après, j'ai dégusté des vins que j'ai détestés. C'était plus compliqué. Ouais. Voilà, qui était beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je pense qu'il faut de tout sur Terre. Moi, il y a des vins nature qui m'ont fait avancer. Ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, c'est Sylvie Augereau, qui gère la Dive Bouteille, qui est une femme exceptionnelle, qui, je pense, fait évoluer dans le bon sens toute cette grande famille des vins nature en Europe et dans le monde, parce qu'elle fait venir des gens du monde entier dans son salon. Moi, j'ai la chance d'y être aussi. Je pense que l'exemple de demain, il est là. Après, il faut de tout. Hein, il y aura toujours des extrêmes, comme Ouais. partout. Mais bon, c'est comme ça. Petite question tiens, de Annie qui est en train de goûter un mémoire 2014 Ah, et qui te ça, demande quel est quel est ton rapport à cette cuvée-là. Alors, 2014, bon, mémoire déjà, si on veut en parler un petit peu pour Annie, c'est un terroir qui est à part. Hein, parce Saumur-Champigny, c'est essentiellement des terroirs calcaires, donc on est dans le tuffeau, plutôt turonien, puisque les sénoniens sont un petit peu plus sur les terres froides, donc sur les terres de blanc dans l'appellation. Et les mémoires, c'est une veine de silex posée sur une plaque calcaire, ce qui est très rare dans l'appellation, sur des vignes centenaires, donc des pieds énormes. Donc, ce qui est très rare aussi parce que le Cabernet Franc a toujours été arraché aux alentours de 30-40 ans pour son acidité, ses rendements. Donc, on a très peu de très très vieilles vignes sur le Cabernet Franc. Ensuite, ce millésime 14 et 16, Franck, pour moi, c'est deux millésimes exceptionnels. C'est des millésimes froids. Moi, j'aime un peu l'austérité. C'est des millésimes austères dans la jeunesse.
qui commencent à prendre leur dimension. Je monte à Paris dimanche. On fait une petite dégustation spéciale avec des amis sommeliers que tu connais. Et j'ai amené justement Mémoire 2014 pour ce repas-là. Moi, je dis toujours, les silex, si tu veux, ça servait à faire du feu et ça servait à faire des armes. Donc, tu as à la fois cette chaleur et cette fermeté Ouais. du terroir. Donc, tu as une vraie identité. Quand tu suces du silex, si tu veux, ça te marque, quoi, tu vois. Et c'est un terroir, c'est une cuvée qui a une énorme personnalité pour moi et qui commence à être intéressante en fait aujourd'hui. Mais qui a toujours été intéressante. Mon grand-père, il disait toujours, Thierry, un bon vin, je ne dis pas que je fais des bons vins, il est bon toute sa vie. Il me dit, le jour où tu commenceras à excuser tes vins, c'est que tu as merdé. C'est-à-dire que le vin, il doit être bon à la vigne, pendant la vinification, le premier jour de la mise en bouteille, 10 ans après, pendant les élevages. Et je le comprends aujourd'hui, parce qu'il y a 30 ans, je disais, ne buvez pas mes vins maintenant parce qu'ils étaient boisés, donc attendez-les. Aujourd'hui, on ne travaille plus du tout avec le bois neuf, puisque pour moi, c'est du maquillage. Et le vin, il est bon tout de suite, et il est bon, et j'espère qu'il sera bon 20 ans après. Et la notion de vie, en fait, elle est là aussi. Comme je dis toujours aux gens, des fois quand ils viennent, je dis, c'est comme si tu donnes naissance à un enfant et tu le fous dans un placard pendant 5 ans. Et dans 5 ans, donc tu n'as pas vécu il a braillé, il a fait caca partout, etc. Et tu le reprends 5 ans après et tu as perdu 5 ans de sa vie. Et bien le vin, c'est pareil. Le vin, il doit être bon en permanence. Voilà. Et oui. Alors après, comme disent certains vignerons, il y a des jours où ils causent plus que d'autres. C'est tout. Et après, oui, bien entendu. Et puis le vin, il va évoluer, il va grandir, il va. Plein de bonnes choses, mais Euh, bientôt, bon, on va goûter tout seul. bon, écoute, moi, après, je m'arrête. Je suis pas à la maison encore. Ton rapport avec les tonneaux? Il y a une petite question de Bérangère. Ouais, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, la notion d'élevage, donc la grande rencontre avec Franz Stockinger, début des années 2000, lorsqu'on est allé en Autriche avec Gérard et Olivier Julien, nous a fait énormément de bien. C'était un tonnelier qui n'était pas connu à l'époque, des bois qui séchaient depuis 40 ans, des foudres mais exceptionnelles. Donc ça a joué énormément dans la notion de qualité de mes vins dès le départ. On travaille beaucoup sur des gros contenants. Depuis toujours, que ça soit 12 hectos, 25 hectos ou 600 litres. Et on travaille aussi avec la barrique bourguignonne et bordelaise, mais toujours sur des fûts de 2 ans, de 3 ans ou de 4 ans. On a la chance en Cap chez nous d'avoir des hygrométries de plus de 98%, avec des températures de 13 degrés. Donc on peut garder les fûts pendant 10 ans, 12 ans sans aucun problème, s'il n'y a aucun stress, aucun relargage au niveau des bois. Pas de bois neuf, bien entendu, parce que le vin, pour moi, c'est du fruit et c'est pas du bois. Et j'ai toujours tendance à dire que c'est du maquillage, en fait. On veut toucher. Souvent, j'ai des jeunes femmes qui viennent à la maison et quand je dis ça, elles se cachent quand elles sont très maquillées. Et je dis souvent, c'est vrai que le maquillage, ça permet aussi de se rendre beau, mais souvent, c'est plutôt cacher un mal-être ou ce que la vie a voulu dire. Et pour moi, le bois neuf, c'est un peu ça. C'est que ça a tendance à sucrer, à cacher, en fait, ce que la nature, elle a voulu donner. Donc les gens commencent à le comprendre aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler comme ça dans les années, début des années 2000, j'étais un petit peu incompris, quoi. Ouais. Peut-être pour une ou deux dernières questions pour terminer, comment tu vois l'avenir du domaine par rapport à tes enfants, comment tu sens les choses, c'est quoi ton envie aujourd'hui de... Ah, moi, je suis le père le plus heureux du monde, hein. Ma fille, donc, qui a fait des études dans le cheval, vient de nous rejoindre il y a 4 ans maintenant, et c'est elle qui gère donc toute la partie cheval, calèche, si vous venez, no touristique, etc. Elle a créé sa structure parce qu'elle a laissé la place à son frère, parce que je pense que sur un domaine viticole, on ne peut pas avoir deux têtes pensantes, c'est pas possible. Mais c'est venu d'eux-mêmes, donc ça, pour moi, c'est pareil, hein, c'est fantastique. Et Louis, lui qui a fait donc ses études donc de commerce, après il a fait des études dans le vin, après il est parti à l'international travailler. Donc m'a rejoint cette année et c'est pareil, quoi, c'est fantastique. Donc moi je me donne, je serai toujours là, mais au moins une dizaine d'années pour essayer de lui transmettre le peu de choses que j'ai appris et puis je serai toujours là avec lui pour l'accompagner, bien entendu. Mais ça va se faire, cette transmission en douceur et de façon à lui laisser un petit peu les rênes, on va dire, dans une dizaine d'années. J'espère que ça se passera bien. Donc, c'est pour un père, il n'y a rien de plus beau, quoi. Te connaissant, j'en suis persuadé. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être dire un petit mot de la fin?
Oh, le petit mot de la fin. Écoutez, je suis désolé d'avoir parlé, d'avoir occupé la parole, mais je vous invite tous au domaine. Si vous avez envie d'échanger sur les sujets qu'on a essayé d'aborder, écoutez, vous êtes les bienvenus, même si vous n'avez pas envie d'échanger de sujet, mais de boire un coup, c'est la même chose. Voilà. Et merci à toi, Franck, parce que ça me fait plaisir d'avoir partagé ce moment. On ne s'est pas vu depuis un petit moment. Ouais. Et je vais quand même dire une petite anecdote parce qu'elle est quand même assez marrante. Tous les matins, j'essaye d'être à l'embauche avec mes gars et les femmes qui travaillent avec moi. Et Christine, qui est ma jeune stagiaire, pendant 6 mois, me dit Thierry, j'ai vu que vous étiez avec Franck Thomas jeudi soir. Et je lui dis ah bon. Et en fait, je ne me souvenais pas du tout de cette soirée. Donc, c'est quand même grâce à elle, Franck. Bon, tu m'as rappelé après, bien entendu. Mais c'est une petite anecdote parce qu'elle est quand même assez marrante. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle soirée et buvez des bons vins et des vins vivants et puis voilà. Bon, un grand merci à vous tous. Un grand merci à toi, Thierry, pour ton humilité, ta gentillesse, ton partage et surtout pour tous les bons vins que tu nous présentes. On se retrouve donc le 25 février avec Emma et Christine Vernet pour parler de Condrieu, hein, et de la mémoire de Monsieur Georges Vernet, voilà, qui a sauvé l'appellation dans les années 70. Le 9 mars, Thierry, d'ailleurs, si tu peux être avec nous, on sera avec Christian Escriva, qui Ouais. est pas dans le vin, qui est distillateur d'huile essentielle en biodynamie sur la hauteur des Alpes-Maritimes. Et voilà, il nous expliquera. J'ai appelé ce webinaire l'âme des senteurs vivante. Ouais. Donc, il travaille. Voilà, moi, il m'a appris Tu contemples tes vignes. Moi, il m'a appris à contempler une odeur. En dégustation analytique, c'est 20 secondes sur un vin. Moi, je trouve ça tellement dommage. Comment tu veux comprendre un vin en 20 secondes? Ouais. Il faut fermer les yeux, il faut rentrer dedans, etc. Donc, si vous Et tu avez sais que, envie, si je peux, pour rebondir, pour rebondir vas-y. là-dessus, je sais pas, on est peut-être pressé, mais Non, pour non, 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 rebondir vas-y, là-dessus, vas-y, vas-y. tu as complètement raison. La notion d'odeur, elle est indispensable. C'est quand tu travailles dans les vignes avec un cheval par rapport à quand tu travailles dans les vignes avec un tracteur. C'est-à-dire, l'odeur que tu as dans ta vigne, en fait, c'est pas la même que lorsque tu es avec un tracteur. Donc, tu as déjà une relation qui est complètement différente. Ensuite, tu as la Oui. couleur. Parce que la couleur est indispensable, moi, dans ma vie. C'est pour ça que la petite cuvée, on change de couleur tous les ans. Parce que les couleurs, les observer, les couleurs des feuilles, les couleurs du temps, du ciel, etc. Et ensuite, moi, je vous dis, essayez une fois de marcher pieds nus sur le sol, marchez pieds nus, et vous allez voir, en fait, tout ce qui émane, en fait, de ce qu'on a sous les pieds. Et marchez pieds nus, fermez les yeux, sentez, ouvrez les yeux, regardez, observez, et là, tout est dit, quoi. Ouais, donc, tu as complètement raison. C'est plus la même. Bon, écoutez, je vous dis à tous une excellente soirée. Vous n'hésitez pas à venir partager votre bonheur dans les formations qu'on propose. Vous êtes les bienvenus. On y boit des vins de Thierry, entre autres. Donc ça, même si les vins sont servis anonymement, bien sûr, aucun intérêt à trouver l'origine du vin, mais surtout de le ressentir pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il prétend être. Voilà, donc c'est ce on essaye de faire humblement au service du terroir. Voilà. Merci à vous tous. Je vous dis dans 15 jours. Thierry, je t'embrasse. Merci à vous. Écoute, un immense plaisir d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, je t'enverrai le replay. Comme ça, Pas de problème. you En can fait, share. je viens juste de découvrir qu'il y avait beaucoup de monde parce que je n'avais pas vu qu'il y avait autant de pages, en fait. Moi, je pensais qu'on n'était que 10, quoi. Non, 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 on était 100, on est monté jusqu'à 125, 125, 127 personnes. Ok, je viens de découvrir ça. Je Merci t'embrasse, beaucoup. Thierry. À bientôt. Bisous, ciao. Salut, ciao, ciao. Prends soin de toi. Bye Merci. bye. Merci à vous tous.